La mission qu'on avait, c'était ici une mission classique de maintien de la paix. Mais entre-temps, les milices et les groupes d'autodéfense augmentent en ferveur. On dort pas bien. On s'attend le lendemain matin que quelqu'un nous dise « Oui, le massacre a eu lieu ». Le Rwanda n'a pas été l'échec des Nations unies. Le Rwanda a été l'échec de l'humanité. J'ai fait face à des dilemmes au point de vue de qui allait vivre, qui allait pas vivre, qui j'allais pouvoir protéger, qui je ne pouvais pas protéger, ainsi de suite. Et voir à quel point l'humanité peut être inhumaine. 30 ans se sont écoulés entre ces deux extraits, 1994 au retour du Rwanda, 2024 maintenant. Il a vécu l'enfer, il a vécu dans les souvenirs de l'horreur, de tout ce qui était de plus inimaginable et plus inhumain. Mais c'était un témoin absolument impuissant de ce génocide rwandais. Et au 20e siècle, ça se retrouve dans l'ouvrage de Roméo Dallaire, il y a eu le 20e siècle, c'était le siècle des génocides. Alors, le Rwanda, c'en était un de plus. On a détourné le regard. Aujourd'hui, il nous présente un ouvrage qui est une réflexion très profonde sur la paix, le chemin vers la paix, sur les obstacles aussi qu'il faut surmonter pour les réaliser. Et puis, il n'est pas élogieux sur les élites politiques du monde et sur les institutions internationales. Le lieutenant général à la retraite est mon invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, vous. Lieutenant Roméo Dallaire. Moi, je vous interviewais en 94 et quand on vous recevait sur notre plateau, vous étiez toujours accompagné de quelqu'un au cas où l'indicible pourrait se produire. Vous étiez tellement fragile, tellement marqué, n'est-ce pas? Les blessures psychologiques que l'on vit dans ces missions d'aujourd'hui et de notre période, qui sont complexes, sont ambiguës, il y a énormément de dilemmes éthiques et moraux, souvent légaux aussi. Tout ça dans une atmosphère où on voit en direct presque l'évoluer les choses, ne font que créer des blessures profondes qui nous rendent... Oui, on va avec des médicaments, on va avec la thérapie, et ainsi de suite, on a l'aide des pairs, mais ultimement, on demeure pour le reste de notre vie vulnérable parce que ces blessures-là, il y a une cicatrice, mais on dirait qu'il y a la capacité de se réouvrir. Mais c'est le propos du livre, et ça se termine là-dessus, au fond. Vous êtes un survivant de grands drames, mais c'est que vous avez trouvé votre âme, dites-vous. Et ça c'est un moteur pour continuer. L'amour découvert et qui est c'est l'émotion la plus forte et plus profonde qu'un être humain peut ressentir. Et tous les autres éléments de notre vie passent en second lieu si on ressent que cet amour entre êtres humains existe. Oui, et ultimement est un catalyseur pour le futur. Oui, parce que même si vous êtes hanté toujours parce que vous avez vécu et que ça vous a amené à mener des actions d'aide pour les enfants soldats et à plusieurs à l'échelle internationale. Vous parlez d'amour, c'est que c'est entré dans votre vie privée, vous en parlez un peu, vous êtes un jeune marié de quelques années seulement, et l'amour vous a tenu solide, là. C'est ça. Oui, parce que j'étais encore... les médecins m'avaient donné 2 ans pour vivre dans le rythme que je vivais à ce moment-là. Je venais de finir au Sénat, puis je travaillais intensément avec le programme avec les enfants soldats. En Afrique, en Amérique latine aussi. Puis donc, puis même avec Omar Kader aussi. Puis de vivre justement l'expérience avec lui. Puis alors, tout ça m'ont fait réaliser qu'il y a une absence profonde d'un sens de vie. Donc, au lieu de tout à coup m'autodétruire, il y avait une raison exceptionnellement profonde de vouloir vivre. Oui. Une dernière question sur le Rwanda, parce que votre réflexion nous amène au-delà du Rwanda. Vous avez écrit déjà là-dessus, mais pour ceux qui voudraient faire du rattrapage, se rappeler ce qui s'est passé, au fond, vous reconnaissez aujourd'hui que vous avez été parachuté. Littéralement parachuté, c'est la page 82 de votre livre, parachuté dans un environnement, je vais aller la chercher, la citation, là. J'ai eu l'impression d'être parachutée dans cette situation potentiellement explosive avec les yeux bandés. J'ai entrepris cette mission-là sans rien savoir du Rwanda, de son histoire, de la structure sociopolitique. C'est un exemple où l'ignorance a joué un grand rôle et vous-même, vous en avez été victime d'une certaine manière. Oui, puis et c'est un volet qui nous rend
quasi inaptes à être capables de non seulement résoudre des conflits, et la profondeur des conflits qui rentrent dans les entrailles de culture et sociales des peuples. Mais en plus de ça, on est loin d'être capable de prévenir. Avoir des armées qui sont là pour combattre nos guerres, ben ça ne rencontre pas la paix. Tout ça amène, c'est des trêves. Ce qu'on a besoin, c'est des armées qui sont là pour prévenir la possibilité de guerre si on a besoin d'y aller. Alors, c'est sûr que vous avez même écrit que trop souvent, on envisage la paix qu'au lendemain des bains de sang. C'est toujours trop tard. Puis, vous savez, le traité de Westphalia, il y a au-dessus de trois siècles, il a créé les États-nations, puis il a créé la souveraineté, ainsi de suite. Dans toutes ces périodes-là, même juste après la Deuxième Guerre mondiale, le lendemain de la guerre, tout le monde disait la paix. C'était pas la paix, c'était une trêve, parce que la Russie explosait nécessairement, et on a vu la guerre froide. Donc, nous vivons dans un contexte purement de trêve temporaire, anticipant encore notre insécurité pour le futur. Et dans ce contexte-là, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse créer une synergie dans l'humanité? Oui, puis vous ajoutez, c'est vraiment un chemin vers la paix parce que vous nous dites, plutôt que de chercher à gagner des guerres, c'est ce qu'on voit actuellement, on va parler de Gaza, de l'Ukraine et d'autres guerres, nous devrions nous tourner vers la construction de la paix. Ça vous désespère qu'on n'a pas trouvé les leçons, notamment des génocides comme celui duquel vous avez été témoin. Les doctrines dans les pays qui ont des armées, c'est des doctrines qui sont là pour avoir de la force. Et la doctrine dit on va avoir la paix si on a de la force, si on est capable d'établir notre position par la force. Donc, la sécurité vient par la force. Cette méthode-là, elle est désuète, elle est masculine. Elle est pleine d'hubris et pleine d'ego. Et dans ce contexte-là, vous ne cherchez pas à solutionner, vous cherchez seulement à gagner. C'est tellement inhumain. Mais avez-vous compris pourquoi on déclenche une guerre? Pour des territoires, pour le pouvoir? Pourquoi on déclenche une guerre? Pourquoi on est obligé de vivre ce qu'on a vécu? Des dizaines de millions de morts, évidemment, la Seconde Guerre. Comme vous l'avez dit, on espérait la paix après. Mais au contraire, on a vécu d'autres génocides. On est en pleine guerre encore. Oui, puis mais pourquoi? Pourquoi il y a des Poutines qui veulent la guerre? Pourquoi il y a des... Pour une multitude de volets, mais qui est fondamentalement... Toutes nos institutions et notre structure de nos sociétés est fondée sur des paramètres que des hommes ont établis. Et je considère que nous, des hommes, on comprend le pouvoir, on comprend l'ego, on comprend la force, on dit le défenseur de... Et dans ce contexte-là, il n'y a pas justement, il n'y a pas de religion qui est là, qui va traiter tous les humains comme des humains, comme des égaux. Ils ne traitent même pas les femmes comme des égaux. Non. Et jusqu'à temps que l'humanité réalise que ce monde que les hommes ont créé et de contexte et les guerres et les méthodes beaucoup plus efficaces de tuer le monde, dès qu'on réalise que ce domaine-là, cette philosophie-là de pouvoir pour amener la paix est désuet et qu'il faut intégrer des femmes comme égales et complètement réorienter la culture fondamentale ou la doctrine fondamentale de la paix et de la réconciliation et de l'égalité des êtres humains. On pense aux talibans, puis on pense à l'Afghanistan dans ce domaine-là. Mais quand vous parlez des femmes, et vous dites à plusieurs reprises que le système international est actuel, on pense à l'ONU, est désuet, mais je donne une image, mais quand vous étiez au Rwanda, quand Boutros Ghali vous a appelé pour dire d'abandonner la mission, vous lui avez presque raccroché au nez. Vous lui avez dit non. Oui. Bien, vous avez désobéi.
Oui. Bon, est-ce que si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Oui, j'essaierai de dire plus vite. Oui, parce que... Ça, c'est les Nations unies, là. Ouais. Mais les Nations unies, c'est nous. Ouais. Et les Nations unies, tu sais, facilement, on a accusé les Nations unies d'avoir manqué, mais c'est les pays qui ont refusé de donner aux Nations unies la capacité de pouvoir intervenir d'une façon concrète et utile pour peut-être amener la paix et une réconciliation des ethnies et arrêter les frictions et que les gens se traitent à égal. Alors, en refusant de donner cet organe international de pouvoir agir d'une façon proactive, ben ça a donné de la place à tous les extrémistes de prendre le dessus. Oui, parce que prenons l'exemple des Nations unies toujours. Le président d'Ukraine, Zelensky, demande toujours une intervention. Il vient à l'Assemblée générale, il demande de l'aide. Les gens... Est-ce que ce qui se vit en Ukraine, c'est un peu ce que vous avez vécu au Rwanda? On n'ose pas trop intervenir, on n'ose pas trop répondre aux besoins parce qu'il faut faire... faut faire la guerre. Dès que les Russes ont traversé la frontière pour la deuxième fois, parce que la première fois, on a nommé Poriagi, la deuxième fois, l'OTAN aurait dû traverser la frontière ouest de l'Ukraine, se placer là en garant de vouloir empêcher la capacité d'un pays de submerger un autre contre toutes les lois internationales. C'était pas couvert par le traité parce que Zelensky, c'est-à-dire l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, veut le devenir, est une menace pour la Russie, donc l'OTAN ne veut pas intervenir. Oui, mais l'OTAN aussi, l'OTAN était bien content quand il les a menacés d'ogives nucléaires tactiques. Ça a donné l'excuse, justement, à tous les pays. Oh, ça, c'est risqué, ça. Ouais. Alors, ça a permis aux pays de ne pas faire plus qu'ils ont fait pour moi. Sauf lui donner de la munition, puis lui donner de l'équipement. Mais moi, j'ai même pas eu de la munition puis de l'équipement. Mais lui, ce sont les Ukrainiens qui sont en train de mourir. Mon épouse et moi, on s'en va en Ukraine là, dans 2 semaines, aider les vétérans, aider les familles des vétérans, par centaines de mille. À comment est-ce qu'ils vont se reconstituer pour pouvoir vivre ensemble, d'arrêter entre eux, de plus être capables de vivre avec les traumatismes qu'ils ont affectés. Parce que, qu'est-ce que vous pensez de Zelensky? Moi, j'aurais aimé avoir la capacité qu'il a, lui, de pouvoir, justement, persévérer à communiquer, puis à communiquer, à communiquer. Mais là, vous flagellez, là, encore, là. Oui, parce que ça n'a pas été une réussite, là. Non. Tu sais, puis... Mais Zelensky, c'était un héros pour vous. C'est un homme... Il n'y a personne de parfait. Mais, comme leader d'un pays qui veut justement établir et soutenir cette guerre d'attrition en supportant son peuple qui a absorbé énormément de pertes et de complications. Et ça fait déjà 2 ans que j'aide presque 5000 Ukrainiens à simplement survivre. Alors, cette guerre d'attrition, il la comprend, puis il essaie de faire comprendre aux gens que l'attrition, un jour, ça va casser. Et lui fait tout pour empêcher que son peuple casse. Oui, parce qu'il y en a qui voudraient le voir négocier, renoncer aux zones occupées par le... oui, puis qu'est-ce qu'on se ramasse? On se ramasse avec une autre trêve. Ça fait que là, les jeunes qui vivent cette expérience en Ukraine, puis qui voient leur école démolie, puis toutes sortes de problèmes, puis des pertes, puis les blessures psychologiques, tout ça. On parle de 400 000 morts. Les autres, ils vont dire, tu sais, c'est pas résolu, cette affaire-là. La Russie, elle, son ambition n'a pas été accomplie. Il n'y a pas eu il y aura pas de parade de victoire. Alors, on crée des guerres générationnelles. Ce qui veut dire, c'est qu'on essaye au plus possible d'avoir une trêve qui va peut-être au niveau supérieur élite, va calmer les esprits, mais que le fondement des frictions qui existent entre les gens, on y touche pas, c'est trop compliqué. Ouais. Mais quand on se demande pourquoi les gens s'entretuent, évidemment, je pourrais vous parler de la guerre Israël-Hamas ou la guerre Israël-Palestine. Pour un peuple sans terre, c'était à l'origine, au début du 20e siècle. C'est la paix contre les terres. On revendique son territoire du temps de la Bible, etc. On s'entretue. On est rendu à 40 000 morts. La Cour internationale de justice a décrété qu'il s'agissait d'un génocide. Israël persiste et signe à dire non, là, c'est le droit de se défendre. Les États-Unis disent non, il n'y a pas de génocide. Alors, il y a des guerres de mots aussi, là, pour la réalité. Moi, je dis que c'est un génocide parce que
le leadership israélien a dit on va détruire une entité qui est intégrée dans une société. Le Hamas, notamment, des terroristes, oui. Et que la destruction doit être complète. Donc, il n'y a pas de limite à ce que l'utilisation de la force, parce que c'est ça, c'est par la force, qu'on donne aux militaires pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors, que l'on tue des civils à gauche et à droite, et ainsi de suite, ça fait partie de l'objectif et des ordres qu'ils ont reçus. Et que l'on abuse même les droits de ces gens-là, ça c'est certain, qu'on va contre les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire qu'on crée des crimes contre l'humanité, et ainsi de suite. Ça fait partie de l'exercice d'abuser fondamentalement de pouvoir au lieu de même imaginer la réconciliation. Mais ce qui est pire, c'est que le terme génocide appelle une intervention, appelle que l'humanité. Et en 2005, Canada a été leader pour établir la responsabilité de protéger aux Nations unies, où si un pays abuse des droits humains de son peuple, on doit d'intervenir. Donc, la souveraineté n'est pas absolue. Personne ne veut s'en servir. Il n'y a personne qui a dit hey, on va arrêter ça, cette affaire-là. Pourtant, on a tous signé que, oui, la responsabilité politique existe. Hein, beaucoup d'acheter, beaucoup d'hypocrisie, si je vous entends bien. Mais vous avez mentionné crime contre l'humanité. Pourquoi des humains sont si inhumains à l'endroit d'autres? Vous avez vu les images, on a vu les images de Boutcha, les images en Ukraine. Comment des soldats peuvent, puis même, il y a eu des choses, Hamas a commis des choses complètement inhumaines à l'endroit des Juifs, puis à l'inverse, il y a de la torture. Bon, ben, comment ça que des humains sont capables de commettre des militaires, là? Hein? Parce que quand tu es militaire, tu as une éthique, vous le dites, tu devrais avoir une éthique. Comment ça qu'ils font? Ils se rendent jusque-là, les viols, les tortures et tout? Il y a le fondement d'un soldat, c'est le fait que c'est un citoyen qui vient d'une société et que cette société, elle a ses églises, elle a sa culture, elle a ses croyances, elle a sa situation politique, elle a tous les éléments que l'on connaît dans des sociétés. Donc, ils arrivent dans une structure, oui, disciplinée, à utiliser la force d'une façon disciplinée. Ça, c'est ce que l'armée est supposée d'être. Oui, il y a un droit de la guerre, il y a des conventions, mais il y a des choses qui ne se font pas, qui se font. Tuer des civils, bombarder des maternités, violer des femmes. Oui, mais on voit aussi que le leadership politique, dans ça, n'a pas mis une main forte d'assurer que cette discipline-là soit limitée d'une façon et qu'elle soit imposée. Au contraire, on a dit « Hey, bonhomme, va-t'en, puis règle-moi ça, cette affaire-là. » Parce qu'évidemment, l'exemple que je donne, je me sont inspirés de la guerre en Ukraine et donc de l'armée russe de Poutine. Puis là, il y a une controverse entourant un documentaire, Russia's at War, parce qu'une réalisatrice a voulu témoigner de la réalité des soldats russes. Est-ce qu'on peut se permettre de les humaniser, ces gens-là, quand d'autres ont pu commettre des atrocités? Est-ce qu'on peut... Tous les humains sont humains. Il n'y en a pas un qui est plus humain que l'autre. Et dans cette humanité-là, il y en a qui vivent dans l'extrême de leurs émotions et qui sont encouragés et qui sont endoctrinés. Au Rwanda, ce n'est pas des adultes qui ont massacré quasiment 1 million de personnes. Ce sont des adultes qui ont inculqué ça dans des jeunes avec des machettes qui, eux, tuaient. Alors, vous vous dites, mais mon Dieu, c'est-tu possible? Puis quand j'ai confronté, moi, la milice extrémiste au Rwanda, puis je leur ai dit, comment est-ce possible que vous êtes en train de couper les enfants en morceaux, d'extraire des fœtus, de mutiler? C'est pas juste tuer, vous êtes en train de martyriser les gens. J'ai dit, comment ça fait que vous pouvez être aussi horriblement inhumain? Puis le chef de ça, il dit, oui, il dit, combien est-ce que vous pensez qu'il y avait d'Interamwe pendant l'Holocauste? Oui. Puis là, tu te regardes, puis tu dis, l'Europe, qui a colonisé tous ces pays-là, a commis des atrocités inimaginables sur des millions. Est-ce qu'en terminant, ça vous fait peur, les extrémismes, les dictatures,
Poutine. Ce qui me fait peur, c'est le fait que les élites politiques, il n'y a plus d'hommes d'État ou de femmes d'État. Nous sommes encore dans un monde dirigé masculin avec un hubris et un désir de force au lieu de vouloir trouver la solution et de prévention. Oui, maintenant, votre vie, c'est propager un message de paix. Ouais, on va essayer avec ça. On va essayer avec ça. Donc, je rappelle votre ouvrage qui sort, La paix, le parcours d'un guerrier. Le guerrier qui va être très, très humain. C'est un peu ça ce que vous voulez transmettre. Ils sont humains. On les déshumanise parce que l'on leur inculque. Oui. Yeah. Alors, Roméo Dallaire, lieutenant général à la retraite, merci beaucoup de persister et de signer, toujours, même après 30 ans. Soyez en paix vous-même. On est tous les deux plus jeunes qu'on était. Merci.